On va on va dire 6 minutes par atelier, donc c'est court. Que chaque atelier présente le projet coup de cœur. Je sais qu'il y a certains ateliers qui ont également prévu de présenter l'autre projet qui n'est pas forcément celui coup de cœur, qui est celui qui a recueilli le plus de suffrages pour son efficacité en faveur des pollinisateurs. Donc, éventuellement, il le présente également. Simplement, c'est sur le même timing. Donc, voilà, vous décidez comment vous voulez procéder. Je vous propose de commencer par le milieu naturel. Je ne sais pas qui est le porte-parole du milieu. Et peut-être venez là, comme ça, vous bénéficiez du micro en fin d'assise, c'est pas mal. Vos papiers, ça sera que pour vous, parce que personne ne verra d'ici. Mais, ok. Et je fais partir mon timer, c'est terrible, mais... Non, mais je ferai probablement moins de 3 minutes. Alors, je vais vous présenter le projet coup de cœur. Donc, notre petit cahier des charges, c'était de définir une stratégie opérationnelle pour lever les freins à la coopération dans les espaces qui n'étaient pas protégés à une échelle locale. Donc, c'est là-dessus qu'on a essayé de plancher. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut y arriver. On est parti d'abord du constat que la ressource florale, c'était un bien commun sur lesquels nous, on avait des droits. Pour autant, les pollinisateurs, eux, n'en avaient pas. Donc nous, l'idée, c'était de développer pour les pollinisateurs des droits. Faire en sorte qu'à l'échelle d'une communauté de communes, donc à l'échelle locale, ces pollinisateurs puissent bénéficier eux aussi de capacités à vivre et qu'on puisse les respecter. Alors pour ça, évidemment, il faut les représenter. Donc l'idée, c'était d'abord de faire avec tous les gens qui étaient acteurs dans le territoire, donc les usagers, les consommateurs, les naturalistes, écologues évidemment, les collectivités, les gestionnaires, les agriculteurs, etc., rassembler tout ce petit monde-là, et puis faire en sorte que ces gens puissent désigner des gens qui puissent travailler sur cette charte qui permet de définir quels sont ces droits qui doivent être respectés pour que puissent vivre en paix, j'ai envie de dire, c'est un peu peace and love, mais bon, c'est un peu l'idée, c'est un peu disruptif, c'était aussi le cahier des charges qu'on avait, pour que puissent vivre correctement ces pollinisateurs sur le territoire, et donc qu'ils puissent rédiger cette charte, et qu'ensuite, ils puissent se porter en tant qu'assemblée populaire, ou que parlement, et puissent porter la voix des pollinisateurs dans les différentes assemblées, où à chaque fois que sur ce territoire, à cette échelle locale, il y ait pu y avoir une atteinte à ces petites bêtes-là. Pour rappel, ce n'est pas complètement utopique, ça existe déjà au Pérou, et il y a des associations qui œuvrent pour ça, sur différents sujets. Mais voilà, on s'est dit que ça peut être intéressant d'essayer de le développer à une échelle locale et pour les pollinisateurs. Et donc, pour l'autre projet, en fait, notre objectif, c'était de se mettre à la place de l'État pour définir une stratégie opérationnelle pour lever les freins métiers dans les espaces protégés. Alors, quitte à se mettre à la place de l'État, on s'est dit qu'on allait prendre les choses en grand. Donc, l'un des freins principaux, donc les 3 freins qu'on a identifiés, c'est le manque d'effectifs, le manque de temps des agents dans les espaces protégés, et surtout le manque de moyens financiers. C'est un peu lié tout ça. Alors, pour débloquer ça, on s'est dit, vu qu'apparemment, il y a de l'argent dans Ecophyto, on nous a dit qu'il y avait beaucoup d'argent qui n'était pas utilisé. Un des problèmes, c'est notamment les conditions d'utilisation de cet argent, qui est géré par le ministère de l'Agriculture. Et donc, en tant qu'État, on pourrait déterminer que... on ne connaît pas, on ne fait pas partie de l'État, le fonctionnement, c'est peut-être un peu naïf, mais on s'est dit... on pourrait décider que ce fonds d'argent soit à disposition non pas du ministère de l'Agriculture, mais du ministère de l'Environnement, et notamment sous tutelle de l'OFB, et qui ait le même schéma de financement que pour certains aspects de fonds pour les fédérations de chasse,
où les chasseurs financent à travers leur adhésion un certain montant qui est doublé par l'OFB et qui fait du coup un montant utilisable pour des projets. Et donc il y a la même chose avec les associations environnementales et naturalistes, que les adhérents aient leur contribution qui soit doublée grâce à ce fonds Ecophyto pour pouvoir embaucher un coordinateur national, des référents pollinisateurs dans chaque région dans les antennes OFB et des référents pollinisateurs dans les différents types d'espaces protégés, les parcs nationaux, les réserves naturelles de France, pour faire des formations d'au moins un agent, voire plus, par espace protégé, pour mener à bien des suivis de pollinisateurs et des habitats, et avoir des données concrètes pour évaluer les gestions et pour faire de la sensibilisation et de la communication auprès des différents usagers et acteurs de ces espaces naturels. Voilà. Merci beaucoup. Je propose d'enchaîner avec un autre milieu, puis on fera peut-être quelques prises de parole comme ça, en mode popcorn, comme on dit. Le milieu productif. Hugues, comme vous êtes suffrage vert, je veux bien que tu viennes. Oui, sur l'efficacité. C'est vous qui avez eu le plus de... Oui, le fond vert, mais d'abord toi. Ah, d'abord moi. Oui. Alors nous, on était un groupement d'agriculteurs qui étions censés donc lever le frein de comment sortir des pesticides et des produits phyto en 5 ans. Voilà. Petit défi. On est large. Alors, le frein principal qu'on a identifié, c'est la difficulté de changer notre modèle et aussi donc la difficulté avec l'énorme prise de risque financière qui va avec. Donc ça c'était le frein, et pour répondre à ça, notre projet c'était comment faciliter le changement, donc en diminuant cette aide financière et aussi en nous accompagnement à la formation et au changement, parce que nous voilà, on a un groupement d'agriculteurs, on est une dizaine d'agriculteurs avec à peu près 150 hectares en moyenne, et on était en conventionnel, et voilà, on a envie de sortir des pesticides. Du coup, en 5 ans, donc on a identifié plein d'acteurs financiers. Je peux me permettre ? Oui. De vous désendetter, c'était le premier... Et oui, quand je disais diminuer le risque financier, c'est ça. Et sous le risque financier, c'est parce qu'en fait, on a le couteau sous la gorge, on a beaucoup de dettes, donc aucune marge de manœuvre pour changer notre modèle actuel. Donc du coup, c'était un peu utopiste, vous allez voir, mais en 5 ans, comment ne pas être utopique. Donc du coup, la première année, donc en 5 ans, on a 5 étapes. Première année, en fait, on constitue notre groupement, donc on est une dizaine. On rencontre les partenaires, on fait des visites d'exploitation, on rencontre tous les acteurs qu'on a identifiés, la chambre, les associations de consommateurs, les CUMA, les ateliers paysans, mais aussi tous les partenaires financiers, les banques, les assurances et la coopérative. Dont on aimerait bien sortir de la coopérative parce que c'est pareil, elle nous met pas mal d'obligations dans notre vente et dans notre cahier des charges de pratique. On identifie les priorités d'action, on monte notre stratégie, on écrit notre projet et on obtient des financements, c'est-à-dire pour réduire notre dette. Donc on s'est dit qu'il y aurait une enveloppe de dette publique qui nous aidera à diminuer, voire complètement supprimer les dettes qui s'élèvent à pratiquement 2-3 millions d'euros. Voilà, on est tous à peu près à 200-300 000 euros d'endettement dans chaque ferme. Donc ça, c'est pour la première année. Deuxième année, on lance notre conversion sur 50%, notre conversion bio sur 50% de nos surfaces. On teste aussi, on commence à tester dans nos champs, on expérimente les nouvelles techniques qu'on est en train d'apprendre parce qu'on se fait accompagner par des experts dans les nouvelles pratiques culturelles qu'on ne maîtrisait pas avant. On continue de démarcher les banques et les assurances pour toujours éponger un peu nos dettes, mais normalement là ça y est, notre dette diminue, voire on n'en a plus. On continue le plaidoyer vers les États et les collectivités pour avoir encore plus d'aide et on commence à sortir progressivement de la COP et à identifier d'autres pistes de vente. C'est le début du démembrement, c'est-à-dire qu'on commence à scinder nos parcelles, on plante et on se diversifie, on met plus d'arbres, de vergers, etc.
Troisième année, on investit dans des outils de transformation. Nos dettes sont annulées, youpi, en 3 ans. Du coup, comme on continue l'action de démembrement, donc on cherche de nouveaux agriculteurs pour partager nos surfaces, parce que 150 hectares pour une personne, ça ne peut plus durer avec les nouvelles pratiques qu'on met en place. On crée en parallèle un magasin de producteurs. On travaille beaucoup. Hein. Et puis, comme on a des potes écolo-naturalistes qui nous ont convaincus du truc, ben, on commence à lancer un suivi à temps zéro pour plus tard évaluer nos changements de pratique d'un point de vue de la biodiversité. Année 4, on travaille quand même vraiment beaucoup. Là, pendant 3 ans, c'était assez compliqué. Donc maintenant, on embauche des travailleurs, quoi. On a besoin de main-d'œuvre. Comme le démembrement est en route, on augmente le nombre d'agriculteurs dans notre groupement et on embauche des saisonniers. Des éleveurs sont arrivés chez nous. J'ai pas dit, on était des céréaliers. Voilà. Et comme pour diversifier un peu, on inclut des éleveurs chez nous. On commence à lancer la communication sur le projet et on finit la conversion de nos parcelles en bio. Et donc, en conclusion, la 5e année, on a encore des nouveaux financements parce que les gens ont vu qu'on travaillait bien, donc on a des grosses enveloppes qui tombent. Et du coup, maintenant, on est beaucoup plus nombreux dans notre groupement et on peut se permettre de diversifier nos pratiques encore plus. Et voilà. Bon. Okay. Merci beaucoup. En 1 minute 30. Tu as 1 minute 30. J'ai pas de papier. Oh bordel. Alors déjà avec un papier, ça va être compliqué. Comment je vais vous dire ça? En fait, on a la même question. Comment on est l'État, et donc nous, on est encore plus dans l'utopie, ce lapsus. Et on devait faire sortir la France des pesticides en 7 ans. On s'est donné un peu plus de marge, parce qu'on avait un peu plus d'espace. Et donc il s'agissait tout d'abord de mettre en valeur les fermes expérimentales, tout ce qui existe, mais de mettre en place de nouvelles expérimentations parallèlement au démarrage de financement, donc rétribution des financements, ça va être compliqué sans papier, qui consistait à notamment, alors les mesures phares, je n'ai pas la frise temporelle, à sortir de l'Europe, le Frexit, mais à y re-rentrer, le Frenter, pour établir une Europe sociale, environnementale et résiliente. Et donc, des financements peuvent être trouvés et doivent être trouvés auprès de ceux, notamment, qui ont pollué cette planète, qui en bénéficient beaucoup financièrement et qui ne jamais mettent la main à la poche, c'est-à-dire les entreprises de l'agroalimentaire, les entreprises de production des pesticides et des intrants chimiques, mais aussi, dans une autre mesure, et c'est des chiffres qui restent à définir, l'implication des entreprises, des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des petites entreprises, à 1, 2, 3%, je ne sais pas, de leur chiffre d'affaires ou de leurs bénéfices, pour qu'on puisse financer la transition écologique, la transition agroécologique. L'idée, c'est évidemment de toucher l'ensemble des cibles, d'avoir des points de vigilance sur les transports, sur l'usage de l'eau, sur la circularité des produits, et donc d'avoir aussi un contrôle juridique avec des juristes et un accompagnement de l'État sur l'établissement de lois qui vont donc interdire progressivement l'usage de certains produits, en commençant par les plus toxiques, avec un objectif à mi-chemin qui consiste à faire un bilan intermédiaire. Et le 1er janvier 2026, à la suite du bilan, on généralise les mesures. Et au 31 décembre 2030, il n'y aura plus de pesticides en France, on aura gagné. Sauf qu'il manque beaucoup de détails à cette présentation, mais je n'avais qu'1 minute 30. Et il est déjà en train de me regarder bizarrement. Parce que je t'ai donné 2 minutes déjà. Tout le détail, en fait, de tous les projets, et en particulier des 2 projets arrivés en tête, seront évidemment diffusés par la suite. Hein. Les photos ont été faites, donc voilà. En tout cas, ça a été recueilli et rien qui sera perdu. Merci beaucoup, merci. Milieu urbain. Pareil, 6 minutes pour les 2. Est-ce qu'on a le second projet, là, plébiscité par les petites gommettes vertes? Je sais pas. C'est celui de Chambéry. Ouais. Ok. Donc nous, on avait comme sujet, milieu urbain, donc définir une nouvelle action de l'État pour agir pour les pollinisateurs, mais sur les citoyens, et tout ça aussi en moins de 5 ans. On est parti de 2 principes simples. L'État, c'est soit par des lois ou des incitations qui peut infléchir ça, et le consommateur, c'est que par le pognon qu'on peut le toucher.
Sachant que l'économie française étant basée sur la consommation des ménages, on s'est dit qu'il n'y a que par la consommation et l'incitation à une meilleure consommation qu'on va pouvoir peut-être agir concrètement dans les 5 ans. L'action, c'est un soutien et un développement à la filière d'agriculture biologique. Donc, le titre exact, donc c'est une action incitative fiscale en faveur de la filière bio, paysanne et locale, en privilégiant l'achat de produits de première nécessité, légumes, fruits, pain, fromage, miel. Les autres. Et quelques autres. Hein. Et en fonction de ce que les gens auront consommé par an, des déductions fiscales de 25%, comme quand une association, on adhère à une assoce par exemple avec des déductions fiscales, on l'a fixé à 25%. Et pour ceux qui ne payent pas d'impôts, ça sera des bons d'achat. Donc le système sera au niveau national, avec un système de localisé qui serait par département, parce que le département a la compétence environnement, agricole et sociale. Les partenaires, c'est à la fois les producteurs et les productrices paysannes bio, et les coopératives. Et de l'autre côté, c'est le ministère des Finances publiques avec un bureau dédié. Et évidemment, un troisième acteur qui va avoir un sacré boulot, c'est de créer tout le système de plateforme, parce qu'en fait, les personnes qui vont vouloir souscrire à cette opération vont devoir s'inscrire, parce qu'il y aura une liste de produits de première nécessité qui seront ciblés, qui permettront ces déductions. La première année, elle est simple. 2024, on crée l'outil, cette plateforme, etc., la liste. 2025, on l'expérimente et pour améliorer après, donc à l'échelle de 5 départements, on estime à peu près 2 500 000 habitants qui pourraient être testés, qui pourraient tester l'outil. Donc grosso modo, voilà. Et puis après, on généralise à partir de 2026, pareil, 2027, 2028. Donc il y aura des barèmes, là on se débrouillera après quand on sera plébiscité, on sera élu président de la République. 2024, à peu près 1 million d'euros pour mettre en place la chose, 10 salariés qui bossent un plein temps, un peu d'investissement, etc. 2025 euros, l'expérimentation coûtera 2 600 millions d'euros, à la louche. Hein. Et sinon, chaque année, 2026, 2027, 2028, 7 milliards pour 7 millions d'habitants, on est à peu près à 4 milliards 550 millions d'euros pour un budget global de 8 milliards d'euros, mais qui au final promouvoit la qualité des eaux, des sols, soutien des filières bio, donc des nouveaux paysans, et donc aussi une nouvelle révolution de nos campagnes, avec des gens, étudiants ou autres, qui seront peut-être pas qui seront dans le besoin, qui pourront manger sainement. Donc la sécurité publique, la sécurité sociale, le frais diminue. Enfin, je ne vois que du positif à investir 8 milliards d'euros pour les 5 années à venir. Merci de votre attention. Super. Je pense que vous gagneriez à vous rapprocher. On a eu tous les gommettes rouges et tous les groupes de travail. Je pense que vous gagneriez à vous rapprocher très très sérieusement pour ce projet des PAT, des projets alimentaires territoriaux, parce que ce que vous avez mis en œuvre, c'est un genre de réinvention des PAT, avec une autre finalité, et du coup sur l'ingénierie en fait de votre projet, ils ont déjà beaucoup travaillé là-dessus, donc c'est tout à fait intéressant. Peut-être un mot sur les gommettes vertes, sur le projet gommettes vertes. Ah. Mais un mot, hein, c'est-à-dire que vous êtes en 1 minute 30. Ah oui. Voilà. Rapidement. Alors, notre commande, c'était de définir une stratégie opérationnelle de coopération pour lever les freins à l'utilisation du végétal indigène. Donc on s'est dit que l'objectif, c'était de susciter, d'une part, la demande en végétal indigène auprès de l'ensemble des acteurs du territoire. Donc on représente une ville, une communauté urbaine, et d'autre part, d'agir sur une offre, la structuration d'une offre adaptée à la demande. Donc concrètement, notre projet, c'est de structurer un service public de la végétalisation des espaces publics et privés en favorisant le recours au végétal indigène et produit localement. Donc concrètement, en tant que ville ou communauté urbaine, le projet, c'est de structurer un service public d'accompagnement depuis les premiers conseils jusqu'à après des conseils 3 ans après la plantation des essences pour garantir la qualité d'entretien de la végétalisation de ces espaces auprès de différents acteurs. Et on a évoqué, alors au début, prioritairement la cible des administrés, des particuliers, mais aussi la cible des acteurs économiques du territoire, notamment les sociétés d'économie mixte, les aménageurs. On a aussi évoqué les écoles, maisons de retraite, etc., les hôpitaux.
avec des stratégies de financement et d'accompagnement qui devront être différenciées en fonction des cibles. Donc là, l'idée, c'est de proposer une première visite sur site avec, sur la base d'un cahier des charges, un rendu de rapport, de préconisation sur les zones à végétaliser, les essences préconisées et les conditions de mise en œuvre. Sur cette base-là, le particulier ou maître d'ouvrage va voir des pépiniéristes ou producteurs qui, par ailleurs, auront été labellisés, référencés par la collectivité. Et ensuite, on a cette phase d'accompagnement dans la mise en œuvre, mais aussi un suivi 3 ans après la plantation des essences pour garantir le bon entretien. Voilà, oui. Merci beaucoup. Merci. Dernier milieu, les milieux aménagés. Rouge et vert en 6 minutes. Hein? Oui. On va commencer par le rouge, peut-être. Oui. Vas-y. Ok, super. Alors, nous, on avait pour mission de plancher sur un projet qui permettrait d'améliorer l'appropriation des enjeux par le métier, sachant que plus clairement, c'était de définir une stratégie opérationnelle dans la sphère privée pour lever les freins métiers aux enjeux autour des pollinisateurs au sein des milieux aménagés, et tout ça, évidemment, en 5 ans. Alors, comment on s'y est pris? On s'y est pris d'abord en analysant effectivement le contexte dans lequel se déroulerait cette action. Ce qu'on note en tout premier lieu, d'abord, ce sont les statistiques alarmantes sur l'appauvrissement, de la biodiversité. Et ce que l'on voit à côté et qui est pour le coup quelque chose de très bien, c'est que ça ne se passe pas a priori sans rien. Il y a des mouvements de désobéissance civile, il y a des préconisations de conventions citoyennes, il y a des zones à défendre qui se mettent en place, des associations de chercheurs pour les droits de la terre, et surtout, il y a aussi la mobilisation des générations futures. Ce qui fait quoi? Ce qui fait tout un ensemble en fait d'éléments qui se mettent à influer très largement sur l'État et on va dire de manière très générale les pouvoirs publics et les décideurs politiques qui eux, pour le coup, vont se mettre en fait à travailler sur des moyens, on va dire, plutôt réglementaires et de coercition. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que notre groupe qui nous concerne, donc les aménageurs, on va se retrouver en fait entre le marteau et l'enclume, d'un côté la société civile et la réalité de la biodiversité avec toutes les contraintes réglementaires et ce que ça pourrait nous coûter. Le frein que l'on a aujourd'hui, qui est le plus gros, c'est de se dire, bref, c'est bien tout ça, mais je n'ai pas vraiment ni le temps ni les compétences. Alors, comment on peut faire? On va en fait créer Atelier 2050. Atelier 2050 avec un S. Atelier 2050, c'est une super association des unions interprofessionnelles qui va avoir pour objectif de fédérer toutes les bonnes solutions pour aider en fait toutes ces entreprises à faire mieux. Alors comment ça marcherait? On a une boussole qui est claire, on veut travailler dans le dialogue, l'interdisciplinarité et la coopération pour arriver à aboutir à faire travailler ensemble des naturalistes, des gens qui sont des ingénieurs, des écologues, des associations pour au final embarquer toute la filière. Alors dans cette filière, il y a qui? Il y a les employés, les métiers du bâtiment, il y a les usines, les petites et moyennes entreprises, les groupes des grands travaux, les grandes entreprises, les paysagistes, le transport aérien et le transport ferroviaire. On va avoir effectivement notre roadmap sur les 5 ans qui vont nous permettre d'aboutir à des outils que l'on veut très concrets, des outils sur la communication, sur la formation, sur de l'assistance juridique, de la veille réglementaire et puis sur de l'animation en fait de réseau. Si je décline encore plus loin, on parlera de newsletters, on parlera d'événements, de projets de sciences participatives.
et notamment aussi d'applications qui vont nous permettre de relier les uns aux autres, dire voilà, moi j'ai telle problématique sur tel territoire, j'ai accès à un annuaire qui va permettre de me mettre en relation avec tout le monde. Le projet à 5 ans aboutit à ce qu'on a appelé effectivement une prairie en fait d'émerveillement. Voilà pour le projet. En année, première année, c'est on réunit un petit groupe pilote, on décrit un petit peu les objectifs, on finit par créer des statuts, former un bureau, une assemblée générale et derrière, on définit des moyens pour être financés au-delà en fait des subventions et puis surtout des cotisations de nos adhérents. Voilà pour Atelier 2050. Merci beaucoup. Merci. C'est ça, ok. Donc nous, notre projet il se rapproche un peu de l'atelier urbain parce qu'on s'est intéressé à limiter la pression immobilière et l'étalement urbain dans le cadre d'une gestion d'un territoire très local. Donc on s'est intéressé à une échelle communale. Donc on a pris en compte une ville qui va réviser son PLU en concertation avec les habitants, les entreprises et les producteurs locaux. Donc il y a une coopération de tous ces acteurs-là. Ensuite, ils vont faire appel pour mettre en place toutes les mesures de gestion pour le nouveau PLU à des bureaux d'études, des paysagistes, des urbanistes, des associations, mais aussi des naturalistes spécialisés, qui vont proposer des solutions écologiques à mettre en place en milieu urbain notamment. Donc dans le but de la zéro artificialisation nette, on va viser à réhabiliter des milieux déjà dégradés, déjà urbanisés. On va ensuite supprimer le béton et désartificialiser certaines zones pour végétaliser un maximum le territoire. On va ensuite viser à réduire la pollution lumineuse en éteignant les lumières la nuit ou en mettant des détecteurs de mouvement. On va ensuite faire appel à de l'éco-construction avec des matériaux locaux pour les futures constructions qui seront réalisées, de préférence sur des sites déjà dégradés. Et ensuite, donc, on va végétaliser un maximum les zones qui ont été désartificialisées pour implanter des haies ou des milieux semi-naturels comme des prairies ou des jardins forestiers en ville. Tout ça avec une préconisation de zéro phyto utilisée. Ensuite, ça va apporter une biodiversité en ville, notamment de pollinisateurs, qui va ensuite être utilisée pour valoriser et sensibiliser les écoles et notamment aussi les maisons de retraite et EHPAD, on avait vu ça ensemble, pour valoriser donc cette biodiversité qui sera de retour ou du moins présente en ville grâce à toutes ces mesures qu'on a présentées précédemment. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais peut-être prendre voilà, dans le temps qui nous reste, il est 17h. On va aller jusqu'à 17h10 si vous êtes d'accord. Je veux bien prendre quelques prises de parole sur ce que vous avez entendu, ce que ça vous évoque. J'en ai une là. Charlotte, tu peux arriver à parler sans micro ou pas? Ouais, super. Ouais. Embauches, notamment dans les collectivités. Alors bon, c'est un petit appel à toutes les collectivités, mais dans les projets, quand on veut monter des projets, il faut des embauches, quoi, voilà. Et c'est pas que de l'investissement, et c'est pas tout ça. Donc rappelons-nous ça, quand on monte les projets, il faut des embauches. Donc du coup, après, il faut aussi des gens qui ont des compétences, bien sûr. Mais voilà, j'avais juste envie de signaler ça, et je pense que c'est commun à tous les milieux. Ok. Je voudrais embrayer, moi, juste par une remarque. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont demandé de ce qu'on allait faire de tout ce travail, en fait, depuis 2 jours en atelier, et qui craignaient que voilà, ça finisse dans un tiroir et que ça ne serve à rien. Moi, dans ce que j'ai entendu, certes, pas sur tous, mais au moins sur les 2 par milieu, j'ai envie de vous partager 2 éléments. Le premier élément, c'est que je trouve que l'utopie, elle est là, mais elle est très constructive. Du coup, dans la perspective de reconstruire un plan pollinisateur pour les années qui viennent, je pense qu'il y a vraiment les ferments pour imaginer de nouvelles dynamiques. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter de nourrir ce projet d'un plan alternatif ou un plan futur avec des éléments que vous avez commencé à indiquer. Et le deuxième élément qui va dans le même sens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de projets qui ont été présentés là qui donnent matière, à mon avis, à expérimentation. Et du coup,
Je pense qu'il peut y avoir vraiment des passages à l'acte. Il pourrait vraiment y avoir des territoires, des groupements de collectifs, associatifs, professionnels, qui se disent, ben voilà, on n'est pas sûr de notre coup, mais ça nous motive et on peut se lancer pour peu qu'une collectivité joue le jeu en financement et demain qu'on puisse tirer dans les années qui viennent un peu le bilan sur les réussites, les difficultés, pour éventuellement que ça puisse essaimer, sans jeu de mots, mais avec jeu de mots, oui. Bref, vous m'avez compris. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous partager. Je t'en prie. Oui, alors moi je vais faire un petit peu le Mont-Bertrand, c'est-à-dire avoir le côté un peu, je trouve, grognon. Bon, je trouve intéressant là toutes les réflexions qu'on a pu avoir en atelier. Je trouve que ça a permis voilà, de pouvoir réfléchir ensemble. C'est toujours très sain et intéressant. Je suis très dubitatif sur le côté opérationnel des projets. Très dubitatif, même s'il y a certainement quelques idées, mais en tout cas en l'état, voilà, ça peut pousser sur la réflexion, mais à mon avis en actionnable, on n'y est pas concrètement. Et je suis aussi un tout petit peu réservé sur l'idée de la diffusion de ce qui a été produit à l'issue de ces assises. Moi, mon sentiment, c'est qu'il ne faudrait pas donner... mon inquiétude, ce serait qu'on donne l'impression que nous ne sommes que de doux rêveurs, ce qui n'est pas le cas. Je pense que chacun, dans nos structures respectives, on est au contraire vraiment dans l'engagement et la mobilisation de nos territoires, etc. Et attention au message qu'on envoie à des personnes qui ne connaissent pas nécessairement le contexte de conception et qui pourraient avoir une image un peu... voilà, en tout cas avec d'énormes points d'interrogation sur ce à quoi on veut aboutir. Donc voilà, c'est juste, si ce n'est une petite réserve, en tout cas une interrogation, un point de vigilance à mon avis, en termes de diffusion de ce qui a été produit aujourd'hui. J'ai une prise de parole là, une là, une là. Oui, je voudrais remercier d'abord tout le monde pour l'organisation de ces assises. Je trouve que moi j'ai passé vraiment un bon moment, donc c'est toujours un plaisir d'être là. Moi je voudrais repartir d'une phrase d'un penseur que j'aime bien qui dit le problème c'est d'articuler un pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Le pessimisme de l'intelligence, on l'a répété. On l'a eu avec la minute de silence sur la reprise du glyphosate. On a parlé de la disparition des haies, des prairies permanentes. On pourrait rajouter les questions sur les fabacées. Enfin voilà. Donc tout un ensemble d'indicateurs, les déclins de population d'insectes qui nous incitent à être assez pessimistes. L'optimisme de la volonté, je pense que moi ce que je retiens de ces 2 jours, c'est qu'il faut qu'on articule 2 choses. C'est d'une part notre capacité à agir sur le terrain, à mener des expériences, à être exemplaire, à convaincre, mais que tout ça n'a pas beaucoup de sens si on n'arrive pas à articuler ça à une vraie volonté politique qui s'exprime au niveau national. Et je pense que c'est de ça dont on manque aujourd'hui. C'est-à-dire que si la réalité ne vient pas désaltérer l'espérance, disait un poète, celle-ci finit par disparaître. Et on a besoin que notre espérance elle soit désaltérée par un ensemble de décisions politiques fortes qui agissent en faveur des pollinisateurs. Merci. Donc là, juste devant, s'il te plaît, juste devant. Merci. Oui, c'était pour appuyer ce qu'avait dit Charlotte sur une des choses qui manque, c'est les embauches. C'est une des conclusions quasi unanimes qu'on a eues du projet européen Spring qui visait à faire des expérimentations sur la mise en place du suivi européen des pollinisateurs, un suivi qui va se faire à grande échelle à plus de 200 sites en France, des sites dans des espaces protégés mais aussi dans des espaces agricoles et dans des espaces urbanisés, puisque l'idée c'est d'avoir une vision représentative de la situation des pollinisateurs dans les États membres de l'Union européenne. Ça a été voté. Et une des choses qui est ressortie de ce projet Spring et de cette expérimentation, c'est qu'on ne pourra pas mettre en place de tels suivis, qu'on ne pourra pas avoir cette vision de ce qui se passe sur nos pollinisateurs et donc de l'impact des différents modes de gestion et des différentes prises de position politiques sur ces pollinisateurs si on n'a pas des personnels permanents
puisque c'est le genre de suivi, c'est quelque chose qui se fait à long terme, et on va avoir besoin de personnes qui soient engagées sur des années, voire des décennies, et qui puissent avoir de la montée en compétences sur le suivi des pollinisateurs pour avoir des données précises. Et donc ça, c'est un engagement qui va être poussé par l'Union européenne, qui va faire pression sur les États, Michel nous l'a expliqué, et je pense qu'il faut qu'on se prépare à avoir un outil, un levier là pour changer le paysage actuel et ce frein qui est bien présent à l'heure actuelle. Okay. Merci beaucoup. Devant, il y a juste devant une personne, et puis après, on va conclure. Ouais. Oui. En fait, c'est concrètement comment est-ce qu'on peut rester en contact pour continuer le travail qu'on a commencé. Il y a beaucoup d'experts ici, oui. Et il faudrait qu'on puisse continuer le travail. Comment on va rester en contact? Alors, la seule piste que j'ai en tête, mais voilà, vous êtes tous inscrits, vous avez tous un mail. Les organisateurs, et notamment Anthropologia, va reprendre tous les documents, va faire un travail de synthèse. Je parle à votre place, mais vous me contredirez si je m'abuse et si je m'avance trop. Mais, et puis rediffuser à l'ensemble des participants les éléments et inviter les participants aussi à s'impliquer et à s'engager sur un certain nombre de projets qui pourraient être issus de ces assises. Est-ce que ça vous convient à peu près ce que je raconte? Si ça vous convient, oui, vas-y Charlotte. Oui. Effectivement, on va faire un mail. On va faire un petit mail de synthèse, on va essayer d'envoyer des liens. On peut effectivement réfléchir à mettre sous mode privé peut-être les publications, enfin les projets qui ont été faits. Et peut-être on peut se proposer une date de webinaire où on pourrait se réunir et faire par milieu, je pense, ce qui me semble être le plus cohérent a priori, une date de webinaire par milieu, et voir quelle modalité d'échange vous voulez avoir dans la suite. On a créé une plateforme en fait à la suite du MOOC qui s'appelle Nos pollinisateurs, qui pourrait être utilisée pour ça, pourquoi pas, si vous êtes motivé, intéressé pour l'animer et échanger sur ces groupes. Il y a des modalités, donc on peut se dire qu'on peut proposer par milieu une date de webinaire, si ça vous va. Merci beaucoup. On va conclure. Oui. Juste un petit mot de la fin. Madame la maire ne pouvant pas être là pour clore cette session, je tiens à vous remercier de sa part pour votre présence, votre participation active à ces assises des pollinisateurs. On a passé vraiment 2 journées très denses, passionnantes, instructives, constructives, qui ont débouché sur des échanges très riches. On repart avec plein d'idées, de réflexion et d'action. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc, je souhaite un bon retour à ceux qui ont un peu de route à faire. Et puis, très bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Merci. Merci à tous les organisateurs. Merci à la ville de Besançon de nous avoir accueillis. À la région, à la métropole. Merci aussi, je ne veux pas les oublier parce qu'on s'est tous régalés grâce à eux, à ceux qui nous ont fait ces repas délicieux pendant 2 jours. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci à toutes les petites mains, et notamment d'Anthropologia, qui ont vraiment assuré pendant 2 jours. Et également vous dire, avant de passer la parole à Hugues pour vraiment une conclusion, un petit peu de perspective, François Costagliola de la compagnie Keshad vous propose, pour ceux qui sont encore là tout à l'heure, de les rejoindre à Cénacle, au Cénacle, qui est 6 rue de la Vieille Monnaie, qui est à 150 mètres d'ici, à 19h, pour vous présenter en fait une restitution théâtralisée des 2 jours de travail. Ils ont suivi tout le boulot qui a été fait ici, et voilà, sous forme de théâtralisé, et aussi pour le grand public, ils vont présenter un genre de restitution libre et théâtralisée. Donc, franchement, si ceux qui sont encore là ce soir, n'hésitez pas à les rejoindre. 19h au Cénacle. Et c'est gratuit, ouvert à tous. Hugues. Et on va vraiment terminer. Il est 17h11. Et Hugues va faire très, très rapidement, comme d'habitude. Bon,
Oui, et puis comme j'ai oublié de vous annoncer la mesure phare de notre projet, c'était de transformer les paysans en fonctionnaires. Et c'est quand même dommage d'oublier ça, au même titre que la santé et l'éducation, pour qu'on puisse payer dignement des gens à faire un travail indispensable, avec une sécurité sociale, alimentaire et sanitaire. Alors merci, vous n'allez pas réapplaudir Anthropologie à la ville de Besançon, vous venez de le faire, mais il y a quelqu'un qu'on n'a pas applaudi et qui s'est démené pendant 2 jours et qui est en train de se cacher en bas des escaliers, c'est Vincent. Donc un petit bravo pour ce... C'est pas facile, hein, il a le rôle pas vraiment sympa de arrêter tout le monde et de diriger. Voilà, je trouve que c'est pas toujours facile et ça se remercie. En plus tellement. Donc ce soir, il y a la projection. Il y a la projection comme vous a dit Vincent, la pièce qui va être réalisée, et puis la projection de la pause biodive. La pièce, on va essayer de la filmer, effectivement, et essayer de vous la faire passer, et éventuellement la montrer à ceux qui ne pourront pas être là, parce que ça peut être quand même excellent. Et on a échangé un peu, et l'idée, c'est d'être un peu dans l'ironie, un peu dans le décalage, donc moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Voilà, alors, après les assises... D'abord, merci Stéphane pour les réserves que tu as exprimées. On va faire attention, hein, on va être vigilant, mais c'est important. On était dans le rêve, on va loin pour essayer de... comme une phrase que je reprends souvent de Vincent, mon ami Vincent Dams pour le coup, qui nous dit « on se bat pour des croûtons et on finit par gagner des miettes ». Et ben, c'est un peu tout le temps là qu'on est, hein, toujours à se battre et à finalement avoir beaucoup moins que ce qu'on exige. Donc mettons les barres hautes. Alors où, quand, pour les prochaines assises, ben, on ne sait pas, mais surtout quoi. Ce texte, je ne l'ai pas écrit tout seul. Il est notamment, il y a la contribution de Vincent. Vous avez vu qu'il n'est pas simplement animateur, mais qu'il a du répondant et de la matière. Il y a, je ne le vois pas, où est-ce qu'il est caché ? Bertrand, voilà, était au plein milieu, aussi qui a contribué. Et donc, ce n'est pas un texte, ce n'est pas une conclusion solitaire que je fais, mais c'est une conclusion partagée, en bonne partie. Parce que la multiplication, et pardon, avant de commencer, je cherche Fred s'il est là, parce que ça reprend quand même pas mal de choses que tu voulais poser, même précisément les questions que tu voulais poser hier. Donc voilà, je pense que tu es inclus aussi dans cette conclusion. Parce que la multiplication des plans et des autres mesures nationales n'enraye absolument pas le déclin des pollinisateurs et de la biodiversité. C'est chaque année bien pire. Parce que les politiques publiques et les activités des professionnels sont souvent incohérentes ou même incompatibles avec la préservation des pollinisateurs et de la biodiversité, quand ce n'est pas bien pire que ça. Parce que ce modèle de croissance économique entrave le maintien du vivant et accélère toujours plus sa chute. Nous devons changer d'approche sur les politiques de conservation. Nous devons changer de paradigme sur le modèle de croissance de notre société. Et nous devons changer de rapport avec le vivant qui nous entoure, dont nous dépendons totalement. Est-ce que j'ai encore besoin de vous le rappeler ? Probablement que non. Je vais même paraphraser Aurélien Barraud, hein, qui dit qu'on peut détruire la forêt amazonienne avec un bulldozer électrique. Et donc, effectivement, tant que la destruction de la nature sera synonyme de progrès social et de progrès économique, de développement sans fin, dans un monde fini, des territoires, la vie sur Terre sera menacée. Et c'est donc sur la nature qu'il nous faut capitaliser désormais. Alors, on propose de conjuguer 3 approches complémentaires. Tout d'abord, documenter toutes les expériences locales qui se sont révélées scientifiquement favorables aux pollinisateurs, à l'instar, je ne sais pas si elle est là, du travail que mène Solène Bélanger dans l'axe 6 du plan pollinisateur, c'est les recensements, et je vous invite à aller voir, hein, le comité de recensement des initiatives en faveur des pollinisateurs dans les milieux agricoles. Donc il y a des choses, une centaine à peu près de mesures qui sont sorties, pas loin ou un peu moins, 70, 75, voilà. Et il y a une deuxième année, donc ça continue d'être incrémenté et c'est à partager. Mais c'est un des milieux, il y en a plein d'autres. Il nous faut aussi vérifier évidemment leur pérennité et leur réplicabilité, puis nous appuyer sur ces expériences positives et ces bonnes pratiques, et enfin les généraliser au plus vite. Mais il va falloir aussi documenter les échecs et en tirer des leçons. Il va nous falloir agir à une échelle locale et une échelle biogéographique, par exemple au travers de mesures adaptées, mais de mesures fortes et volontaires sur des zones qui ont du sens. Ça veut dire des zones et des milieux où la répartition et les dynamiques de développement des pollinisateurs sont importants, forts et structurants, ces fameux réservoirs qu'il va falloir diffuser derrière. Ça veut dire des zones qui permettent de mobiliser une grande diversité d'acteurs locaux, les habitants, les élus, les professionnels, les naturalistes, les scientifiques, les industriels, de façon plus efficace et surtout plus cohérente. Et puis des zones dédiées à la nature, c'est-à-dire les réservoirs non pollués et connectés par des corridors non pollués. Alors il va nous falloir expérimenter aussi de nouvelles pistes d'action, mais également, et au plus vite, favoriser les pollinisateurs et le reste du vivant plus globalement par l'augmentation et la protection et la reconnexion des habitats naturels qui existent encore et qui sont encore fonctionnels.
Une gestion ou une non-gestion, on l'a dit pas mal pendant ces 2 jours, des milieux semi-naturels qui sont présents dans tous les types de milieux, hein, urbains, agricoles, aménagés et évidemment naturels. Mais aussi, et par exemple, promouvoir les cultures vivrières écologiques et locales. Ou bien, et c'est que des exemples, hein, promouvoir une apiculture plus écologique. Et là, les exemples, on aurait pu en lister évidemment plein. Alors pour tout ça, il va nous falloir documenter ces expériences, créer un réseau d'entraide et d'échanges, de conseils, de retours d'expérience entre territoires et différents acteurs. C'est une des continuités qu'on vous propose, hein, de rester en échange, de mutualiser, de diffuser, d'échanger et de continuer à monter en puissance. Cette nouvelle approche, donc, elle peut nourrir ou inspirer à la fois l'élaboration du prochain plan national en faveur du plan national en faveur des insectes pollinisateurs, oui, mais aussi le lancement d'assemblées ou de conventions citoyennes locales sur la biodiversité, comme ça a été entamé avec un petit peu de faiblesse sur d'autres sujets, afin de mieux cohabiter avec les pollinisateurs et la biodiversité. Bref, désormais, nous sommes tous des ambassadeurs des pollinisateurs et du vivant. Alors, partez et portez haut et fort ces messages sur les pollinisateurs pour enfin, ou à nouveau, que les humains et les non-humains puissent vivre ensemble. Je vous remercie. Il nous reste du chemin à parcourir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon voyage à ceux qui rentrent.